Début janvier 2026 et on se retrouve face à un paradoxe qui est assez fascinant. D'un côté, l'économie mondiale, elle avance un peu avec le frein à main. Les prévisions sont prudentes, on va dire, entre 2,6 et 3,1%. Et de l'autre, on a des chiffres qui détonnent complètement en Afrique de l'Ouest. Pour le Bénin, par exemple, on annonce une croissance de 7,5%. C'est spectaculaire. La question est simple en fait. Comment c'est possible? Est-ce que cette région a trouvé une sorte de formule magique ou est-ce que c'est juste un coup de chance? C'est la grande question, et je pense que la réponse est un peu plus complexe qu'un simple coup de chance. Alors pour essayer de comprendre, on va faire ce qu'on fait de mieux, hein. On va décortiquer les signaux de la toute première semaine de l'année. L'idée, c'est vraiment de zoomer et de dézoomer. On va partir du mondial, regarder la région, l'UMOA, et puis atterrir sur le cas très concret du Bénin. Alors, commençons par la vue d'ensemble, le pouls de la planète. Dès le 1er janvier, un chiffre est tombé. Le budget de l'ONU, 3,45 milliards de dollars. Ça peut paraître un chiffre un peu abstrait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est stable. Dans le contexte actuel, c'est un signal, non? C'est un signal de prudence, mais aussi de continuité. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette toile de fond. Ce budget, très concrètement, c'est ce qui finance des programmes de santé, de sécurité. Les missions de maintien de la paix, ce genre de choses. Exactement. Et ça crée un filet de sécurité qui, même s'il est imparfait, aide à stabiliser des zones de commerce qui sont cruciaux, notamment en Afrique et en Asie. Donc on part d'une base où, malgré les crises, les grandes institutions essaient de maintenir un semblant d'ordre. D'accord. Un socle de stabilité? Relative. Mais quand on regarde les marchés financiers, l'ambiance est beaucoup plus nerveuse. On a d'un côté Singapour, qui est un peu le baromètre du commerce mondial, et qui affiche une santé insolente, 4,8% de croissance en 2025. Et de l'autre, les États-Unis, qui commencent l'année avec un taux de chômage à 4,6%. Un chiffre qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui a mis tout le monde sur les dents. Surtout la Réserve fédérale américaine, la Fed. Ah oui, la Fed. Le marché espérait qu'elle allait un peu relâcher la pression, mais avec ce chiffre, elle a chouqueté, elle a un peu douché les espoirs. C'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut sembler très abstrait, ces histoires de taux directeurs. Mais concrètement, comment est-ce qu'une décision prise à Washington se fait sentir dans le portefeuille d'un entrepreneur à Cotonou? C'est la question clé. Et c'est là qu'on voit l'effet domino. La Fed, en gardant ses taux d'intérêt élevés, elle envoie un message très clair au monde. Le dollar va rester une monnaie chère. Une monnaie forte? Voilà, une monnaie forte. Et pour un pays comme le Bénin, qui a emprunté en dollars sur les marchés pour financer ses routes, ses ports, l'impact est direct, mécanique. Chaque mois, le montant à rembourser, une fois qu'on le convertit en francs CFA, est plus élevé. C'est comme si votre crédit immobilier augmentait tout seul, en fait. C'est exactement ça. C'est une pression constante sur le budget de l'État. Donc une pression financière permanente. Et en plus de ça, on a eu des secousses géopolitiques dès les premiers jours de l'année. La capture de Nicolás Maduro au Venezuela, des tensions qui persistent en Europe. J'imagine que ça n'a pas aidé à calmer les marchés, hein. Pas du tout. La conséquence immédiate, c'est une fébrilité sur le prix du pétrole. Le baril devient nerveux, il monte, il descend. Et pour un pays comme le Bénin, qui importe la quasi-totalité de son carburant, chaque dollar de hausse du baril, c'est une mauvaise nouvelle. Et ça se traduit comment, concrètement? Il y a deux options et aucune n'est bonne. Soit l'État subventionne pour que le prix à la pompe n'explose pas et ça creuse son déficit, soit il laisse les prix augmenter et là c'est le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises qui trinquent. C'est un vrai casse-tête. D'accord. Donc si je résume, on a un contexte mondial tendu, presque sur la défensive, et pourtant, quand on zoome sur l'Afrique de l'Ouest, sur la zone UMOA, on a l'impression d'entrer dans un tout autre monde. C'est exactement ça. On change complètement d'atmosphère. Et au cœur de cette résilience, il y a une institution, la BCEAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Elle joue vraiment un rôle de pilier, de capitaine dans la tempête. Sa stratégie pour 2026 est d'une clarté absolue. La priorité numéro 1, c'est de maîtriser l'inflation. L'objectif, c'est de la maintenir à un niveau incroyablement bas de 1,6%. Un luxe aujourd'hui? Un luxe que très peu de régions du monde peuvent s'offrir, en effet. Et comment elle s'y prend pour réussir ce tour de force, tout en soutenant la croissance? J'ai vu passer une mesure qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Une histoire de taux de l'usure. Le terme sonne un peu archaïque, non? Il sonne archaïque, mais c'est un outil beaucoup plus subtil et puissant qu'il n'y paraît.
Le taux de l'usure, pour faire simple, c'est le plafond. C'est le taux d'intérêt maximum que les banques ont le droit de facturer. D'accord. En le fixant à 14%, la BCAO fait un arbitrage très fin. D'un côté, elle protège les PME et les ménages contre des prêts abusifs. Mais de l'autre, ce n'est pas un plafond trop bas. Ça laisse aux banques assez de marge pour financer des projets un peu plus risqués, mais qui sont souvent les plus innovants. Donc on encadre le crédit, mais on ne l'étouffe pas. C'est ça l'idée. Et ça marche? On en voit déjà les résultats. Les prévisions sont là pour le prouver. Toute la zone UEMOA table sur une croissance moyenne de 6,3% en 2026. Et ce n'est pas une croissance qui sort de nulle part. Elle repose sur des fondamentaux très solides. On parle d'une hausse de 5% de la production de céréales, ce qui est énorme pour la sécurité alimentaire. Et on continue les grands chantiers d'infrastructure. De l'économie réelle, donc? De l'économie très réelle. On construit des routes, des ports, des centrales électriques. Donc on a cet environnement régional qui est stable, bien géré et qui sert un peu de bouclier. Et à l'intérieur de cette zone, le Bénin, lui, semble vraiment appuyer sur l'accélérateur plus fort que tout le monde. Son budget 2026, entré en vigueur le 1er janvier, 7 394 milliards de francs CFA. En hausse de 6,6%, le chiffre est colossal. Le chiffre est colossal, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'il y a derrière. Quand on ouvre le capot de ce budget, on découvre deux choses fascinantes. La première, c'est que les ressources propres de l'État. C'est-à-dire l'argent que le pays génère lui-même, sans aide ni emprunt. Exactement. Ces ressources augmentent de presque 12%. Ah oui, quand même. Et ça veut dire une hausse massive des impôts pour les gens lambda? Eh bien non, et c'est ça qui est malin. Cette augmentation ne vient pas d'une pression fiscale plus forte sur le citoyen lambda. Elle vient d'une meilleure collecte. Le Bénin a massivement investi dans la digitalisation de ses services fiscaux, de ses douanes. D'accord, c'est un changement de méthode. C'est un changement radical. On passe de la pile de papier et des négociations au guichet à des algorithmes et des déclarations en ligne. Pour l'État, c'est une mine d'or en termes d'efficacité. Et pour le fraudeur, ça devient un vrai casse-tête. Donc ce n'est pas tant prendre une plus grosse part du gâteau, mais plutôt s'assurer que tout le monde paye bien sa part. C'est tout à fait ça. Et le deuxième point fascinant, c'est comment cet argent est utilisé. Plus d'un quart du budget, plus de 1000 milliards de francs CFA, est fléché directement vers les investissements. Donc on ne parle pas que de faire tourner la machine. Non, on parle de construire l'avenir, des routes, des écoles et surtout soutenir la construction d'usines. C'est un choix stratégique très fort. Et on voit déjà des exemples concrets sur le terrain dès cette première semaine de janvier. Absolument. Le 4 janvier, une nouvelle mesure est devenue effective. Des exonérations fiscales pour les exportations de soja transformé. Ça peut paraître technique, mais c'est une petite révolution. Ça incite les producteurs à ne plus vendre juste leurs graines de soja brutes. Mais à les transformer sur place, en huile par exemple. Voilà. La valeur ajoutée reste au Bénin et les revenus des agriculteurs augmentent. Et en parallèle, le port de Cotonou continue sa modernisation à marche forcée. Ce n'est plus juste un port pour le Bénin, c'est devenu le poumon économique du Niger, du Burkina Faso. Sa performance irrigue toute la sous-région. D'accord. Alors, si on rassemble toutes les pièces, on a un contexte mondial difficile, une sorte de bulle de stabilité régionale en UEMOA, et le Bénin qui est la locomotive de cette bulle. On en arrive à la question centrale. Est-ce qu'on assiste à un véritable découplage? Est-ce que cette partie du monde trace sa propre voie, presque indépendamment du reste? Je parlerai d'un découplage relatif et intelligent. Ces économies ne sont pas dans une bulle hermétique, Elles subissent les chocs mondiaux comme tout le monde. Mais elles arrivent à accélérer quand même parce qu'elles ont changé de modèle. Le mot-clé vraiment, c'est transformation. Le Bénin ne se contente plus d'exporter du coton brut. Il le transforme sur place. C'est le cœur de la stratégie de la GDIZ, la zone industrielle de Glojigbe. Cette immense zone industrielle près de Cotonou. C'est ça, c'est une zone où le coton devient du fil puis du tissu, où les noix de cajou sont décortiquées et grillées, où le soja devient de l'huile. Donc, si on devait retenir une seule chose qui explique cette surperformance, ce serait ça. Créer de la valeur ajoutée sur place. C'est le cœur du réacteur. Ça change fondamentalement la donne. Ça crée des emplois plus qualifiés, ça génère plus de recettes, et ça rend l'économie beaucoup moins vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Le tableau que vous dressez est incroyablement positif, presque trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler cette belle machine? Il y a forcément des risques, non? Il y en a 3, très clairement. Le premier, on en a déjà parlé, c'est la dette. Même si le déficit du Bénin est maîtrisé, sous la fameuse barre des 3% du PIB, cette histoire de dollar fort reste une épée de Damoclès. C'est un vent de face constant, en fait.
Précisément. C'est comme nager à contre-courant en permanence. C'est épuisant. Le deuxième risque, majeur, c'est la sécurité. L'instabilité dans les pays voisins ? Oui, l'instabilité au nord de la zone est une préoccupation énorme. Ça force les États à allouer des sommes colossales à la défense. Au Bénin, si on additionne les dépenses sociales et de sécurité, on dépasse 42% du budget. C'est autant d'argent qui ne va pas ailleurs. Et le troisième risque, j'imagine, c'est le climat ? C'est le troisième défi, oui. Le risque climatique, qui impacte directement l'agriculture, qui reste le premier employeur de la région. D'accord. Il y a un dernier élément que nos sources évoquent, une sorte de moteur un peu invisible de cette croissance. Un facteur dont on commence à peine à mesurer l'impact en 2026. L'intelligence artificielle. Ça peut sonner un peu gadget, mais apparemment c'est déjà très concret. Ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est une réalité opérationnelle qui fait une vraie différence. L'IA, par exemple, est déjà utilisée par les administrations fiscales pour analyser des millions de données et repérer des schémas de fraude qu'un humain ne pourrait jamais voir. Ah oui, c'est une des raisons de l'amélioration de la collecte d'impôts. C'est l'une des raisons. Et de l'autre côté, chez les agriculteurs, ça se démocratise. Imaginez une application sur un smartphone qui, grâce à l'analyse d'images satellites, dit à un agriculteur « Attention, cette parcelle de ton champ a besoin d'eau. Ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. » C'est un levier de productivité silencieux mais puissant. Extrêmement puissant. Donc, si j'essaye de synthétiser la recette de cette résilience ouest-africaine, en ce début 2026, ce serait un mélange de discipline budgétaire, de stabilité monétaire régionale et d'une stratégie très claire de diversification industrielle. Le Bénin, avec ses 7,5%, ne serait donc pas un miracle, mais plutôt le meilleur élève d'une classe qui a décidé de changer de méthode. C'est une excellente synthèse. 2026 s'annonce vraiment comme une année de confirmation pour ce modèle. L'enjeu maintenant, ça va être de tenir le cap face aux vents contraires, qui ne manqueront pas de souffler. La vigilance reste absolument cruciale. Et pour finir, une question qui me vient. Si cette performance spectaculaire se confirme tout au long de l'année, la véritable question qui se posera sera peut-être ailleurs. Ce modèle, fondé sur la transformation locale, l'intégration régionale et la technologie, est-ce une formule d'avenir que d'autres pays pourraient s'approprier ? Ou bien est-ce qu'on assiste à une exception remarquable née d'un alignement de circonstances politiques et économiques tout à fait unique ? Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je m'appelle Admir Plussieux, je suis auditeur comptable et financier et également analyste économique. Je vous produis chaque semaine du contenu autour de l'actualité finance dans le cercle UEMOA et surtout au Bénin. Je vous invite à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Ce podcast est alimenté par Notebook LM. N'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité du contenu proposé. Je vous invite à cliquer sur le lien dans ma bio ou dans le commentaire pour voir l'intégralité de mon article disponible sur Medium et sur LinkedIn. Je vous remercie et à la semaine prochaine.